Les services de renseignement israéliens estiment, avec une certitude croissante, que Mohamed Sinwar, le chef de facto du Hamas, a été assassiné par une frappe aérienne israélienne dans la bande de Gaza. Cela pourrait débloquer les négociations sur les otages, Mohamed Sinwar ayant refusé de céder à des exigences maximalistes. Désormais, les dirigeants du Hamas, en dehors de la bande de Gaza, qui semble plus souple, pourraient être en mesure de faire accepter quelque chose à Israël. L'attaque menée mardi matin par Tsahal contre une base du Hamas installée à l'intérieur d'un hôpital de Khan Younes, dans la bande de Gaza, dont Sinwar était la cible principale, a apparemment mis fin aux agissements de cet homme diabolique. On pense qu'il se trouvait dans un tunnel sous l'hôpital au moment de la frappe, qui comprenait une quarantaine de munitions lourdes. Cela rappelle la frappe qui a conduit à l'élimination du chef du Hezbollah au Liban, Hassan Nasrallah. Nous vous parlerons des renseignements en or qui ont précédé cette frappe, ainsi que de la rapidité avec laquelle le plan a été mis en œuvre. Nos alliés américains n'ont même pas eu le temps d'être informés de cette frappe, car on craignait que Sinwar ne reste que très peu de temps sur place et que la frappe ne soit lancée avant qu'il ne puisse s'échapper. La frappe a donc eu lieu au moment même où le président Trump prononçait un discours en Arabie Saoudite et des tirs de roquettes en provenance de la bande de Gaza vers Israël ont suivi la frappe sans causer de dégâts ni de victimes. En ce qui concerne la visite du président Donald Trump dans la région, Mati Shoshani, analyste principal de TBN pour le Moyen-Orient, nous explique ce qui se passe dans notre voisinage et rend compte de la visite dont tout le monde parle. Le président Trump a atterri en Arabie Saoudite et a signé plusieurs accords commerciaux et d'investissement majeurs, tout en déclarant audacieusement qu'il était également là pour coordonner la fin de la guerre de Gaza. Pendant ce temps, des rapports font état de changements majeurs dans les conditions sous lesquelles l'Arabie Saoudite est prête à rejoindre les accords d'Abraham. Et Mati nous dira tout à ce sujet. Les prochaines étapes du président Trump se dérouleront au Qatar et aux Émirats arabes unis, où de nouveaux détails devraient être annoncés. Il y a un autre pays où le président Donald Trump ne s'arrêtera pas, mais qui occupera une grande partie de son temps pendant sa visite, c'est l'Iran. Lors de son discours en Arabie Saoudite, il a exhorté l'Iran à s'engager sur une nouvelle voie et l'a menacé d'un accord ou d'une pression maximale. Il a également répété que l'Iran n'aurait jamais d'armes nucléaires. En parlant de pression maximale, le président Trump a également annoncé le plus grand contrat d'armement de l'histoire avec l'Arabie Saoudite, parmi plusieurs autres accords qui sont estimés à environ 600 milliards de dollars d'investissement et d'achats saoudiens dans l'économie des États-Unis, y compris des achats d'armes et de munitions qui sont évalués à environ 142 milliards de dollars. Quant à l'Iran, il est déjà soumis à des sanctions économiques et diplomatiques internationales très strictes et à diverses autres formes de pression et d'isolement. Il est également confronté à des difficultés internes considérables et le régime lui-même est confronté à une grave crise de légitimité. Mais il peut aussi se prévaloir de certaines réalisations et la course aux armes nucléaires est le pivot qui déterminera son succès ou son échec final, avec des implications pour l'ensemble de la région, voire pour le monde entier. Un autre pays qui a des raisons de se réjouir aujourd'hui est la Syrie, car le président Trump a annoncé qu'il levait les sanctions imposées à ce pays afin de permettre au processus de reconstruction de se poursuivre après plus d'une décennie de guerre civile destructrice. Les sanctions avaient été imposées à l'origine pendant la période du régime Assad, qui est maintenant déchu, et le président Trump a déclaré « Nous espérons que le nouveau gouvernement réussira à stabiliser le pays et à maintenir la paix. Bonne chance, Syrie ». Dans tout le pays, les gens sont descendus dans la rue pour célébrer la levée des sanctions et l'espoir d'un nouveau chapitre dans les relations entre la Syrie et les États-Unis.
Enfin, nous vous présenterons le témoignage glaçant de l'otage israélo-américain libéré, Idan Alexander, dont la famille a remercié le président Donald Trump et son envoyé Steve Witkoff, mais pas le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son gouvernement. Cela a fait des vagues en Israël et nous vous raconterons tout cela. Nous avons beaucoup de choses à dire aujourd'hui, alors plongeons dans les détails. Je m'appelle Yair Pinto et voici votre rapport Boots on the Ground sur ce qui se passe en Israël au 5e jour de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak et tous les autres groupes bizarres de la région qui reçoivent leurs ordres du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran qui est à la tête de l'axe du mal au Proche-Orient. Avant de commencer, je voudrais vous inviter à cliquer sur le bouton d'abonnement si vous ne l'avez pas encore fait. Pourquoi? Parce que grâce à vous, nous parvenons à diffuser la vérité sur ce qui se passe en Israël et chaque clic nous permet de poursuivre notre travail. Alors, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton d'abonnement et restez à l'écoute de la vérité afin de savoir comment prier pour la paix de Jérusalem, cette ville derrière moi. Au cours des dernières 24 heures, Tsahal a commencé à travailler de manière ciblée pour augmenter la pression sur le Hamas, l'organisation terroriste à Khan Younes. Cela a commencé par une frappe sur une base du Hamas installée à l'intérieur de l'hôpital européen à l'est de Hanou, la cible de la frappe n'étant autre que le chef du Hamas, Mohamed Sinwar. Comme je l'ai dit dans l'introduction, il s'agit du frère de l'ancien chef du Hamas, Yehia Sinwar, qui s'est avéré être un dirigeant très capable et compétent. L'hôpital a longtemps été considéré comme un bastion du Hamas, abritant certains des plus hauts responsables du Hamas et des adjoints de Sinwar. Cette frappe visait à porter un coup sévère à la brigade de Khan Younes, considérée comme le bastion le plus solide du Hamas et celle qui s'oppose aux négociations. Un grand nombre d'avions de l'armée de l'air israélienne ont participé à la tentative d'assassinat, larguant des dizaines de bombes d'une tonne sur le complexe sous lequel se trouve le tunnel où se trouvait Sinwar. Permettez-moi d'en dire un peu plus sur cet homme diabolique, Mohamed Sinwar, qui était le commandant de facto de la force militaire du Hamas dans la bande de Gaza. Il dirigeait également la faction la plus dure des forces du Hamas, basées à Gaza, contre les forces du Hamas à l'extérieur de la bande de Gaza. Ces factions étaient en désaccord sur un certain nombre de questions, et je ne pense pas que les dirigeants du Hamas au Qatar et en Turquie verseront beaucoup de larmes sur l'élimination de Sinwar. La raison en est, entre autres, que lui et ses hommes de main sont le principal facteur qui a entravé les progrès dans les négociations sur la libération des otages. C'est pourquoi le Shin Bet et Tsahal ont compris qu'il n'y avait pas d'autre choix, que cet homme devait être éliminé. Les renseignements israéliens ont clairement montré que les hommes de Sinwar se déplacèrent dans les tunnels et les espaces de l'hôpital Nasser et de l'hôpital européen dans l'est de Khan Younes, et que le moment était venu de les frapper. Les services de sécurité israéliens ont longtemps attendu le moment où une indication sur les allées et venues de Mohamed Sinwar ferait surface, car ils l'ont longtemps décrit comme un joker dont l'emploi du temps et les mouvements étaient très difficiles à prévoir. Il a fallu beaucoup d'efforts aux forces combinées de dizaines d'agents de terrain, de moyens de guerre électroniques et de plateformes d'observation pour le localiser. Une fois qu'il a été localisé, l'échelon militaire s'est empressé de le frapper avec une puissance de feu maximale pour s'assurer qu'il soit abattu. Compte tenu du volume de munitions que l'armée de l'air a tiré sur cette cible, il est difficile d'imaginer que quiconque se trouvant dans la zone visée, y compris dans les tunnels situés sous l'enceinte, ait pu survivre. Même si Sinwar et ses adjoints avaient survécu aux explosions, ils auraient été enterrés vivants dans les tunnels, sans oxygène, tout comme Nasrallah l'aurait été. Il est important de comprendre que dans le cadre de l'effort de guerre, le Shin Bet et les services de renseignement militaire extraient de nombreux détails de la bande et mettent en place une vaste infrastructure de renseignement. Dans certains cas, la collecte de renseignements se fait au péril de la vie des agents de terrain. La capacité à déterminer avec un pourcentage élevé de certitude que Sinwar se trouvait bien dans les tunnels et, d'autre part,
qu'aucun otage susceptible d'être blessé ne se trouvait avec lui, atteste de la profondeur des renseignements du Shin Bet et de Tsahal et de ce qu'ils ont construit dans la bande de Gaza au cours des mois de cette guerre. De ce fait, nous en savons également beaucoup sur Mohamed Sinwar, qui commandait l'aile militaire du Hamas, les brigades Izzadine al-Qassam, dans la bande de Gaza, depuis l'élimination de Mohamed Def et après l'élimination de son frère Yehia Sinwar à Rafah. Il a également pris part à la gestion d'autres affaires dans la bande de Gaza et, une fois de plus, cela lui a permis d'être l'un des principaux responsables du Hamas dans la bande de Gaza. Cela lui a permis d'être un obstacle majeur à toute négociation entre Israël et le Hamas, et s'il a été éliminé, il y aura des conséquences pour les pourparlers, car cela pourrait renforcer les éléments de la direction du Hamas à l'étranger qui sont prêts à être plus flexibles dans ces négociations. Israël n'a pas informé les États-Unis avant la tentative d'assassinat de Mohamed Sinwar dans la ville de Khan Younes, selon une source au fait des détails de cette opération. Il a expliqué que l'assassinat dramatique est né d'une occasion fugace et que par conséquent, selon ses termes, il n'y avait pas de temps pour informer les Américains, bien qu'ils aient été conscients qu'il était en cours d'exécution alors que le président Donald Trump s'exprimait en Arabie Saoudite. La décision israélienne de tenter d'éliminer Mohamed Sinwar pendant la visite du président des États-Unis dans la région, et alors que la délégation israélienne se trouve déjà à Doha, au Qatar, pour mener des négociations sur la libération des otages, pourrait amener le Hamas à interrompre les pourparlers et à ralentir les discussions, même si ce n'est que pour un très court laps de temps, pour une raison symbolique. Mais peut-être pas, car tout le monde est fatigué de cette guerre et prêt à en finir. En outre, à plus long terme, l'élimination de Mohamed Sinwar pourrait entraîner un changement radical dans la dynamique des relations entre Israël et le Hamas, ainsi qu'avec d'autres parties dans cette région, y compris l'Arabie Saoudite, qui n'est probablement pas déçue d'apprendre la nouvelle de son départ. Mohamed Sinwar a toujours été l'une des personnes les plus extrémistes au sommet du Hamas, peut-être même la plus extrémiste, même par rapport à son frère Yehia Sinwar. Il fait partie des hauts responsables du Hamas qui ont initié le massacre du 7 octobre et qui, depuis, n'ont fait preuve d'aucune modération ni d'aucun désir de compromis. Bien au contraire, il n'hésiterait pas à sacrifier des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes si cela permettait d'assurer la survie de l'organisation dans la bande de Gaza. Cependant, Israël estime que les nouvelles figures promues après l'élimination de Mohamed Sinwar n'oseront pas prendre des décisions dramatiques telles que le démantèlement des armes du Hamas, qui est aujourd'hui le principal obstacle aux négociations sur un accord de paix permanent ou un accord de cessez-le-feu entre Israël et la bande de Gaza. Cependant, les chances augmentent que les successeurs de Sinwar fassent preuve de plus de flexibilité concernant un cessez-le-feu temporaire basé sur le cadre de Witkoff qui est actuellement discuté dans les pourparlers au Qatar. Le ministre de la Défense, Israel Katz, a d'ailleurs fait une déclaration mercredi matin concernant les frappes sur Sinwar. L'organisation terroriste du Hamas continue d'utiliser les hôpitaux et diverses installations humanitaires de Gaza comme abris et quartiers généraux terroristes, mettant en danger la population et commettant des crimes de guerre. Nous ne permettrons pas à l'organisation terroriste du Hamas d'utiliser les hôpitaux et les installations humanitaires de Gaza comme abris, comme quartiers généraux du terrorisme et à d'autres fins. Nous la poursuivrons, ainsi que ses dirigeants, et nous la frapperons puissamment partout. Il a ajouté que nous continuerons à agir avec force jusqu'à ce que tous les objectifs de la guerre soient atteints. La libération de tous les otages et la défaite du Hamas. Alors les amis, ici à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de chaque développement dans la bande de Gaza et nous vous demandons de continuer à répandre la vérité, de partager et de nous suivre. Et surtout, si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez sur le bouton s'abonner pour rester au courant de la vérité en temps réel. Nous nous concentrons sur l'Iran. Les médias iraniens ont rapporté dimanche une série de puissantes explosions sur 2 sites. À Mashhad, la deuxième ville du pays, un épais panache de fumée a été observé à la suite d'une explosion dans une usine liée aux gardiens de la Révolution. Selon le site saoudien Al-Qadat, des incendies se sont déclarés dans toute la ville au même moment. Les équipes de pompiers ont rapidement atteint les lieux de l'incendie et aucune victime n'a été signalée jusqu'à présent.
Une autre explosion a été signalée dans la zone industrielle de la ville de Qom, où, selon les rapports, 5 personnes ont été blessées. Quelques heures plus tard, dans la nuit, une autre explosion massive s'est produite dans une usine de carton dans la province d'Al-Boraz, entraînant des coupures d'électricité généralisées dans la région. Des images montrent des flammes et une épaisse fumée sur le site. Pour l'instant, aucune information n'a été communiquée concernant les victimes ou les circonstances de l'incendie. Par ailleurs, des médias affiliés à l'opposition iranienne ont fait état d'un incendie dans une centrale électrique de la ville de Karaj après qu'un tremblement de terre d'une magnitude de 4.0 a été ressenti dans la région avant la publication des rapports. Que faut-il penser de tous ces incendies et explosions en Iran ? Nous ne le savons tout simplement pas, mais il est possible qu'il y ait une augmentation de la production d'armes, ce qui conduit à des explosifs. Les travailleurs qui ne sont pas bien formés et les équipements qui sont vieux, usés et mal entretenus auront du mal à gérer un volume de production accru et les accidents impliquant des explosifs ont tendance à entraîner de grandes explosions, des incendies et d'autres problèmes. Une autre possibilité est le sabotage. Le régime a de nombreux ennemis, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Il peut aussi s'agir d'une combinaison de ces deux facteurs. N'oublions pas non plus que les tremblements de terre sont fréquents en Iran et qu'ils peuvent également être à l'origine des accidents. Quoi qu'il en soit, ici à TBN francophone, nous continuerons à diffuser la vérité. Et comme toujours, nous vous invitons à faire partie de l'équipe en partageant nos vidéos sur YouTube et en nous suivant sur les médias sociaux. Nous nous tournons maintenant vers Mati Shoshani, analyste principal de TBN pour le Moyen-Orient, qui nous donnera tous les détails de la visite la plus médiatisée au Moyen-Orient. La première étape du président des États-Unis est l'Arabie saoudite, avec en toile de fond le rapport selon lequel la condition de Riyad pour l'énergie nucléaire civile a été abandonnée uniquement dans le cadre d'un accord de normalisation avec Israël et une déclaration franche selon laquelle l'offre ne durera pas éternellement. Le président Trump a également ouvert la fenêtre aux Iraniens lors de sa visite en Arabie saoudite, tout en annonçant le plus grand contrat d'armement de l'histoire qui faisait partie d'un accord économique stratégique massif signé par le président Trump et le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman. Alors Mati, dites-nous ce qui se passe. Le président Trump est en plein milieu de ses tournées au Moyen-Orient. Mais ce qui est important, c'est que ces tournées n'incluent pas de visite à Jérusalem et nous y reviendrons dans une seconde. Mais il vient de se rendre en Arabie saoudite et il a prévu d'avoir des conversations très approfondies avec les Qataris et les Émiratis. Plusieurs sujets très importants sont à l'ordre du jour. Nous devons comprendre ce qui se passe au Moyen-Orient pour comprendre ce que le président Trump y fait et pourquoi son premier voyage en dehors des États-Unis, son premier voyage officiel en tant que président, a lieu dans cette partie du monde. Le grand titre ici, ce sont les accords financiers. Le président Trump vient de signer un accord important avec les Saoudiens, déclarant « Je crois que le chiffre est de 142 milliards de dollars d'achat d'armes et de matériels américains de la part des Saoudiens. C'est l'un des plus gros contrats d'armement de l'histoire et il comprend une quantité incroyable d'avions, de trains et bien plus encore pour ne pas les citer. Il s'agit d'une quantité incroyable d'armes, d'un niveau d'armement incroyablement élevé qui est vendu aux Saoudiens par les États-Unis au cours des années à venir. Lorsqu'il entame sa visite dans cette partie du monde, le président Trump prononce un discours très audacieux. Dans ce discours, il expose plusieurs des objectifs qu'il s'est fixés pour cette visite. L'un d'entre eux est de terminer l'accord ou de faire pression sur les Iraniens pour qu'ils terminent l'accord avec les États-Unis lorsqu'il s'agit de perdre leur capacité nucléaire et de s'éloigner de cette idée. Il s'agit de redéfinir la place d'Israël face aux Iraniens, au Hamas et aux Palestiniens, bien que cela soit moins officiel. Et bien sûr, le très grand titre, ce sont les finances et l'argent. C'est ce qui a façonné l'ensemble de la conversation au cours des semaines qui ont précédé cette visite, mais aussi au cours de celle-ci. Tout tourne autour de la question des retombées financières de cette visite. Les gros titres sont incroyables. Nous parlons de la coopération des Saoudiens avec les Américains, nous parlons d'achats massifs d'armes, nous parlons de plusieurs autres accords liés au commerce du pétrole et à d'autres biens provenant de cette région. Tous ces accords sans précédent vont donc profiter au gouvernement et au peuple américain. Pour le président Trump et son administration, c'est une grande victoire.
Mais il ne quitte pas cette conversation uniquement sur la question de l'argent. Il y a aussi toute une discussion sur ce qui va se passer avec l'Iran. Le président Trump et son émissaire pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, ont déclaré à plusieurs reprises que l'offre faite aux Iraniens n'était pas indéfiniment sur la table. En d'autres termes, on va exiger des Iraniens qu'ils changent leur mode de fonctionnement en ce qui concerne leur capacité nucléaire et on le leur demandera, non pas gentiment s'ils ne coopèrent pas. Ce week-end, dans quelques jours, devrait avoir lieu le 4e round des conversations négociées au Qatar entre les États-Unis et les Iraniens. Les États-Unis ont dit très clairement qu'ils ne permettraient pas aux Iraniens d'enrichir de l'uranium, ce à quoi les Iraniens ont répondu par la voix de leur ministre des Affaires étrangères, Araghchi, qu'ils n'étaient pas intéressés par ce que vous aviez à dire à ce sujet. C'est un point non négociable pour nous. Et sur cette question apparemment non négociable, ils vont devoir négocier. Bien entendu, les États-Unis rappellent également aux Iraniens que cette discussion, cette offre, n'est pas sur la table indéfiniment. Ils devront parvenir à une discussion et à une conclusion dans les plus brefs délais, faute de quoi il y aura automatiquement un retour en arrière plus tard dans l'automne. Je crois que c'est en octobre. Tout cela fait peser une forte tension sur les Iraniens. Et le fait que les Américains signent des accords, se fassent des alliés et remodèlent la géopolitique de cette région à un rythme effréné montre aux Iraniens qu'ils ne veulent pas rester à la traîne. Autre fait intéressant, pendant que Trump se rend au Moyen-Orient, les États-Unis ont, de manière très surprenante, levé toutes les sanctions à l'encontre de la Syrie. Or, la Syrie, permettez-moi de vous le rappeler pour la dernière fois, comme vous le savez au cours de plusieurs vies, a été une nation paria. Elle était dirigée par un dictateur vicieux et avant lui par son père, Bachar, et avant lui par Hafez al-Assad, la famille Assad. Il y a tout juste un an, Al-Joulani, ou Al-Shara, comme on l'appelle maintenant, a pris le pouvoir avec son organisation HTS. HTS est une organisation terroriste affiliée. Il faisait partie de l'axe de pouvoir d'ISIS dans cette région auparavant. Quoi qu'il en soit, les États-Unis jugent bon de dire à ces gens qu'ils ne sont plus soumis à des sanctions, de lever ces sanctions, probablement dans un effort plus important pour amener la Syrie à un accord qui stabilise la région. Et c'est quelque chose que le gouvernement syrien veut, que les Américains veulent, qu'Israël veut désespérément et, bien sûr, que toutes les minorités religieuses de la région, les Druzes en premier lieu, veulent voir ce genre d'accord qui redéfinit l'équilibre des pouvoirs en ce qui concerne la Syrie. Une fois de plus, l'essentiel est que les États-Unis lèvent ces sanctions contre le gouvernement syrien, probablement dans l'espoir qu'ils signent l'accord prochainement et, plus important encore, qu'ils changent d'itinéraire et ne redeviennent pas une nation nourricière de terroristes. Pour Israël, c'est, dans une certaine mesure, une bonne chose, à condition qu'il se conforme effectivement, car cela stabilise une région et une partie de notre frontière septentrionale. Les Houthis au Yémen sont un autre élément important qui s'est déplacé au cours de la semaine dernière. Le président Trump, avant de se rendre dans cette région, a fait une déclaration publique très audacieuse. Écoutez, nous avons accepté les demandes des Houthis, ils veulent un cessez-le-feu, nous allons leur accorder un cessez-le-feu, ils se sont bien battus, nous respectons cela, et ainsi de suite. Et les Houthis répondent, nous n'attaquerons pas les cibles américaines, mais nous continuerons à attaquer Israël. Laissez-moi vous donner quelques chiffres. Très peu de navires américains empruntent Bab el-Mandab, le détroit du Yémen. La majorité des navires qui empruntent cette voie, d'ailleurs la majorité des cargos dans le monde, ne portent pas de pavillon américain, pour des raisons fiscales ou autres. Donc le nombre de navires qui empruntent cette voie n'est pas si important que cela. Mais ils disent que nous continuerons à attaquer Israël. Ce matin, hier et à plusieurs reprises au cours de la semaine dernière, les Houthis ont tiré plusieurs missiles balistiques contre Israël. Dire qu'il y a eu une victoire contre les Houthis, c'est une déclaration très audacieuse et très optimiste, car si vous dites que vous avez battu une organisation terroriste et que celle-ci tire quotidiennement des missiles balistiques sur votre allié stratégique dans la région, je pense que ce n'est pas une grande victoire, que ce soit sur le plan militaire ou diplomatique. Quoi qu'il en soit, nous devons voir ce qu'il en est. J'ai le sentiment que la situation des Houthis est liée à celle de l'Iran. Tout cela nous amène à notre perspective locale. Alors que je me trouve ici aujourd'hui, juste à l'extérieur de Jérusalem, nous devons nous poser la question de savoir où cela mène Israël. Israël a été très clair sur ce qu'il veut. Il veut que les Iraniens ne disposent pas de capacité nucléaire. Il veut que les Houthis cessent de tirer des missiles sur nous. Il veut que nos navires puissent circuler dans le monde et que le commerce puisse à nouveau arriver en Israël et dans cette partie du monde par le canal de Suez. Le même désir existe en Égypte. Elle ne veut plus des attaques des Houthis parce qu'elle tue son économie dans le canal de Suez, parce que les navires contournent l'Afrique au lieu de passer par la mer Rouge, puis par le canal de Suez.
Dans l'ensemble, je pense qu'il est très important de suivre ce que fait le président Trump et où il va. S'agit-il d'une nouvelle série d'accords financiers? Ou allons-nous voir dans les prochains jours, peut-être dans quelques jours, une annonce très spectaculaire en rapport avec la prochaine phase des accords d'Abraham? Peut-être que l'Arabie saoudite a conclu un accord substantiel qui inclut son implication dans cette région et un accord qui a trait à Israël et aux Palestiniens. Je ne sais pas trop où cela va nous mener. Je m'attendais à ce que cet accord soit conclu avant, mais c'est néanmoins très intéressant. Quoi qu'il en soit, si vous ne l'avez pas encore fait, faites une pause. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette vidéo et aidez-nous à faire passer le message à un plus grand nombre de personnes dans le monde. Et maintenant, revenons à Yair Pinto. Merci beaucoup, Mati, d'avoir apporté de la clarté à une situation très difficile. Nous nous concentrons à présent sur le nord d'Israël, car le président Trump a également donné aux Syriens une raison de se réjouir mardi. Je parle, bien sûr, de l'annonce qu'il a faite de son intention de renouer les relations diplomatiques avec le régime al-Joulani à Damas et de lever les sanctions économiques imposées par le régime d'Assad. Le président Trump a fait ces remarques avant une rencontre avec al-Joulani. C'est la première fois qu'un président des États-Unis rencontrera un dirigeant syrien depuis l'année où Bill Clinton a rencontré Hafez al-Assad à Genève. Les sanctions imposées par les États-Unis à la Syrie lorsque Bachar al-Assad était au pouvoir l'ont coupé du système économique mondial, ont nui au commerce et aux investissements étrangers dans le pays et ont entravé les efforts de reconstruction du pays déchiré par la guerre. Ces derniers mois, le nouveau régime a demandé à plusieurs reprises la levée de ces sanctions, affirmant qu'elles étaient destinées à punir le régime précédent et qu'elles constituent désormais un lourd fardeau pour des citoyens qui n'ont rien fait pour les mériter. Ce point de vue est peut-être valable, mais je dirais que le nouveau régime a également commis quelques erreurs et qu'il a beaucoup à prouver pour obtenir un allègement des sanctions à long terme. Pour rappel, al-Joulani a dirigé les forces rebelles qui ont renversé le régime d'Assad en décembre de cette année. Il a ainsi mis fin à la guerre civile qui avait éclaté dans le courant de l'année et qui avait complètement détruit le pays. Il a tenté de montrer un visage modéré au monde dans les mois qui ont suivi, mais il n'a pas le contrôle total de tous les groupes djihadistes qui composent sa propre coalition et il a lui-même un passé d'implication dans certains des groupes terroristes les plus dangereux de la planète, y compris ISIS et Al-Qaïda. Alors, avec tout cela à l'esprit, ici à TBN Israël, nous continuerons à vous tenir au courant de chaque développement sur le front nord d'Israël. Et maintenant, nous nous tournons vers l'un des témoignages les plus effrayants d'un otage libéré. Idan Alexander, qui a été libéré lundi après 584 jours de captivité avec le Hamas dans la bande de Gaza, a été maintenu une partie du temps enchaîné avec un sac sur la tête. Il a déclaré que les premiers jours qui ont suivi son enlèvement ont été un véritable enfer pour lui, car les terroristes qui le détenaient l'ont maltraité et l'ont soumis à de graves tortures. Cela s'est poursuivi pendant toute la durée de sa détention à Gaza. Il est rentré en Israël avec des piqûres de puces sur tout le corps et des ecchymoses. Les bombardements de l'artillerie de Tsahal et les frappes aériennes l'effrayaient également beaucoup. À une occasion, une partie du tunnel où il était détenu s'est effondrée, mais il a réussi à s'échapper et n'a pas été blessé. Yael Alexander, la mère d'Idan, a déclaré hier soir à l'hôpital Ishelov, en Israël, qu'Idan avait également parlé de la faim, des pénuries d'eau et des conditions sanitaires épouvantables. Chaque jour qui passait était comme une éternité, chaque minute une lutte entre l'espoir et le désespoir. Mais la captivité d'Idan ne se résume pas à la torture et aux privations. Idan était détenu par des personnalités du Hamas de Sinwar, défini comme un atout parce qu'il possède la citoyenneté américaine et qu'il a été informé assez régulièrement de l'évolution de la guerre. Il a aussi souvent vu sa famille à la télévision et lors d'interviews. Les jours où les combats se déroulaient dans la bande de Gaza, il mangeait du riz, du pain pita et des haricots. Mais pendant les jours de cessez-le-feu, son régime alimentaire s'est amélioré et comprend désormais de l'agneau et du bœuf.
Comme il l'a dit au Premier ministre Benjamin Netanyahou, il se sent faible et a besoin de temps pour se rétablir. Mardi, il est monté avec sa famille sur le toit de l'hôpital pour profiter de la lumière du soleil et s'est adressé aux médias pour leur faire part de ses vives inquiétudes pour ceux qui sont restés dans la bande de Gaza. Il s'agit notamment des 58 otages, dont 20 sont considérés avec une grande certitude comme étant encore en vie, tandis que le sort de 3 autres est incertain. Les autres sont connus pour être décédés et assassinés par le Hamas dans la bande de Gaza. Lors de sa libération, Idan a reçu un cadeau de Steve Witkoff, l'envoyé américain, qui lui a rendu visite à l'hôpital d'Eilo en Israël. Witkoff lui a donné le collier de l'étoile de David de son fils Andrew, décédé à l'âge de 22 ans, soit le même âge qu'Idan. Witkoff a déclaré qu'il avait porté le collier à son cou pendant plus de 25 ans et qu'il voulait maintenant qu'Idan le porte. En outre, la Maison-Blanche a publié hier soir des images des moments de la conversation entre Trump et Idan Alexander depuis Riyad, après que des images similaires aient été diffusées depuis l'hôpital d'Eilo, où, comme nous l'avons indiqué, il a rencontré Witkoff. Les amis, ici, à TBN francophone, nous continuerons à prier pour la réhabilitation rapide de cette famille courageuse. Et nous devons, ensemble, continuer à diffuser la vérité sur ce qui se passe en Israël, afin que le reste du monde sache comment prier pour la paix à Jérusalem. Alors, comment prier pour cette situation? La première chose à faire est de prier pour les otages. Faites-en une affaire personnelle. Trouvez une photo, un nom, et priez pour que cet otage soit libéré et qu'il soit encouragé dans sa captivité à Gaza. Prions pour les soldats de Tsahal qui sont appelés à participer à des manœuvres supplémentaires à Gaza afin que Dieu les protège et leur donne la paix dans leur cœur. Prions pour tous les ennemis d'Israël afin qu'ils changent d'avis et commencent à aimer Israël au lieu de nous lancer des roquettes. La chose la plus importante que nous puissions faire est de nous unir dans la prière pour la paix à Jérusalem. Et ensemble, nous gagnerons cette guerre parce que Dieu est de notre côté et que c'est lui qui contrôle la situation, pas nous.